Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, juste à côté de moi, Olivier Roland. Donc on va voir en détail son parcours et également depuis le 19 octobre 2021, donc la sortie en format livre illustré de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc livre qui a été sorti en juillet 2016, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires au format audio, vidéo, un petit peu les différents formats. Et depuis juillet 2021, sur le marché anglophone, The Rebel Way Intelligent. The Way of the Intelligent Rebel. Excellent. Vous voyez une nouvelle fois mon parfait accent anglais. Et depuis le 19 octobre 2021, donc c'est depuis très peu de temps, tu as sorti au format livre illustré ce livre. Donc, tu vas tout simplement te laisser te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Puis ensuite, je te poserai juste après, qu'est-ce qu'un rebelle intelligent? Parce qu'Olivier, il aime bien dire dans cette vidéo en mode hashtag un rebelle intelligent. Donc, je te laisse tout nous dire. Et puis, pour la petite aparté, je connais Olivier depuis le 28 décembre 2010. Donc, c'est là où j'avais acheté sa formation Blogueur Pro qui existe toujours aujourd'hui. Donc, ça fait déjà un petit moment. On fait partie des dinosaures. Donc, moi, je suis un dinosaure du web et toi, Olivier, t'es encore au-dessus. Moi, je suis le mec qui a formé les dinosaures. Donc, du coup, je sais pas. Je te laisse tout nous dire. Ouais, ok, donc, ouais, moi, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté, que j'aide les gens à être plus libres dans leur vie, à la fois matériellement, en passant par l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est la voie royale pour avoir une vie plus libre, si tu fais ça bien, parce que tu peux aussi devenir esclave de ta boîte, je vais y revenir, et comment être libre dans sa tête via le développement personnel et toutes les stratégies et méthodes pour devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, j'aide les entrepreneurs à créer un business qui est au service de leur vie, plutôt que leur vie soit au service de leur business. Parce que oui, l'entrepreneuriat, ça peut être une excellente manière d'être libre, mais il faut bien faire les choses et on peut vite se retrouver au four et au moulin à travailler 60-70 heures par semaine dans son business. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte. J'aime bien dire que j'ai un bac -2. C'était une aventure géniale, mais je me suis retrouvé, voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs, finalement, prisonnier de ma boîte. Et c'est pas facile de te rendre compte que ce business que tu as créé pour devenir libre, tu peux pas en sortir, quoi, tu vois. Moi, j'ai travaillé 60-70 heures par semaine. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas baisser le nombre d'heures sans mettre en péril la rentabilité. À l'époque, je ne savais pas comment faire. Je ne voyais pas comment vendre la boîte. Je ne voyais pas comment l'arrêter parce que c'était ma seule source de revenus. Et qu'en tant que gérant d'entreprise en France, tu n'as pas le droit au chômage, etc., etc. Donc, j'ai appris des tas de stratégies et de méthodes pour être le chef d'orchestre plutôt que l'homme orchestre dans l'entreprise. Hein, c'est une des clés. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Voilà, ça fait maintenant plus de 10 ans que je voyage 6 mois par an. Alors, un petit peu moins en 2020, évidemment. Et que je travaille en moyenne 25 heures par semaine et c'est ce que je partage aux autres. Merveilleux. Alors, dis-nous tout. Donc, personnellement, j'ai grandi dans une ferme agricole de 0 à 19 ans, dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône. Je suis sur Internet, donc notamment grâce à toi, depuis le 1er février 2011, donc ça fait déjà de nombreuses années. Qu'est-ce qu'un rebelle intelligent? Et finalement, est-ce que mon parcours serait en adéquation avec ta définition de un rebelle intelligent? Je te laisse tout nous dire. Déjà, je suis impressionné par à quel point tu te rappelles des dates. C'est vraiment impressionnant. Je suis monsieur date, monsieur chiffre. Ok. Donc, un rebelle intelligent, c'est quelqu'un qui, extérieurement, peut avoir tous les signes de succès. Il peut avoir un magnifique diplôme Bac+5, un bon poste dans une belle entreprise, une belle maison, une famille géniale, une belle voiture et tout ce que tu veux. Mais, il ressent au fond de lui qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une petite voix qui lui dit que s'il continue comme ça, il va se dessécher de l'intérieur, que c'est pas comme ça qu'il va s'épanouir en fait. Et à contrario, ça peut être un bon élève ou pas. C'est pas tant le problème d'avoir bien suivi le système scolaire ou pas, c'est juste de ressentir l'appel en toi que probablement c'est pas en suivant le chemin que la société te dit de suivre que tu vas devenir la personne que tu as envie de devenir. Et typiquement, donc pour le rebelle intelligent, l'épanouissement passe par la création. Ça peut être par la création artistique, tu vois, tu peux écrire un livre, tu peux faire un film, quelque chose comme ça. Ça peut être la création d'une aventure, comme faire le tour du monde pendant 1 an, par exemple. Et ça peut être la création de son entreprise. Mais le rebelle intelligent, il s'épanouit en créant son propre chemin dans la vie, en créant sa propre aventure. Et ça, c'est vraiment la clé. Et l'entrepreneuriat, c'est pas la voie obligatoire pour le rebelle intelligent, mais pour moi, c'est la voie royale parce que c'est celle
par laquelle la plupart des rebelles intelligents vont s'épanouir parce que c'est celle qui permet d'avoir le plus d'aventures et de trouver aussi son ikigai. Finalement, c'est ça un peu le but, c'est de trouver son ikigai. Donc c'est ce qui est au carrefour de, c'est un concept japonais, c'est ce qui est au carrefour de la passion, la compétence, le potentiel économique et la mission de vie. Et quand tu as les quatre, tu as l'ikigai et c'est un peu ta raison d'être. Et je discutais récemment avec quelqu'un, on peut même rajouter, je pense qu'on va faire je vais peut-être inventer une sorte d'ikigai 2.0 où on va aussi rajouter une notion de temps et d'équilibre de vie. Donc au final, le rebelle intelligent, c'est celui qui crée sa propre aventure et qui réfléchit par lui-même pour pouvoir le faire. Ok, donc les amis, si aujourd'hui vous n'avez pas un alignement par rapport à votre vie, vous dites clairement soit je peux faire mieux ou soit je pourrais vraiment être dans une thématique qui est vraiment en fonction de mes passions, go go go, on n'a qu'une seule vie, on va être en moyenne de passage sur Terre environ 30 000 jours, donc peut-être un petit peu plus, un petit peu moins en fonction de nos habitudes alimentaires, de notre niveau émotionnel, toutes ces choses-là. Par rapport également à ta BD, à qui ça s'adresse et quelles sont les grandes thématiques que tu abordes directement à l'intérieur. Il y a peut-être des gens qui se disent, bah justement, j'avais vu ou j'ai écouté ton audio, donc de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Là, c'est au format livre illustré. Quelles sont les thématiques? Parce que a priori, tu as réduit quand même le contenu. Oui, alors justement parce qu'il y a le format illustré. Il y aura 2 tomes. Hein. Ça, c'est le premier tome. Okay. Donc c'est juste la première partie du livre papier. Donc oui, bah alors je sais pas. Du coup, pour ceux qui connaissent pas le livre, je vais peut-être juste expliquer un peu. Des personnes qui vont démarrer par ce bouquin, voilà, et finalement ensuite soit avoir l'audio, soit avoir le format papier ou numérique de l'édition que tu as lancée depuis juillet 2016, même si tu as eu aussi septembre 2016. Septembre 2016, pardon. Même si tu as eu déjà ces 2 éditions que tu as faites. Oui, donc il y en a eu aussi en 2019, celle qui est préfacée par Xavier Niel. Et donc, oui, donc juste, tout le monde a pas eu la chance de rater ses études. Le livre original, il y a 3 grandes parties. La première, c'est une critique du système éducatif. Je démontre, parce qu'il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre, pourquoi le système éducatif il est de plus en plus en inadéquation avec les besoins de la société moderne. Comment, en fait, bien comprendre les raisons et sur quel point c'est inadéquat, juste un exemple parmi d'autres, l'apprentissage des langues. Tout le monde dit aujourd'hui que c'est super important de savoir parler anglais et peut-être de savoir parler d'autres langues. Quand on regarde les résultats concrets du système scolaire français et même occidental de manière générale, c'est méga mauvais. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Il y a à peu près 19% des gens qui sortent du système scolaire français en étant capables de faire une conversation dans une langue étrangère. Enfin, c'est quand même vraiment lamentable. Donc là, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et donc, quand on comprend ces problèmes-là, je montre ensuite dans la deuxième partie du livre comment contourner ces inadéquations par soi-même, parce que si tu attends que le système scolaire se réforme, tu seras déjà à la retraite. Donc, comment apprendre efficacement tout au long de sa vie les choses qui comptent pour nous. Une autre critique que je fais du système éducatif, c'est que tu peux passer 20 ans de ta vie ou plus sur les bancs de l'école et on t'apprend jamais à apprendre. Ah, complètement. Mais pourquoi ? Enfin, c'est quand même vraiment curieux. Donc, je donne aussi les meilleures stratégies validées par les neurosciences et ce genre de discipline pour apprendre efficacement tout au long de ta vie. Et la troisième partie, c'est comment créer une entreprise au service de ta vie. Et le fil rouge de tout ça, parce que on pourrait dire, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir entre le système éducatif et l'entrepreneuriat. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai voulu créer le guide pour que les rebelles intelligents puissent créer leur propre aventure dans la vie. Il y en a plein qui ressentent la petite voix en eux, mais ils savent pas exactement comment concrétiser cet appel à l'aventure. Ils n'ont pas les méthodes, les outils, les stratégies. La société leur a donné un mindset qui n'est pas adapté pour eux. Donc vraiment, j'essaie de donner toutes les méthodes et stratégies pour qu'ils puissent créer l'aventure de leur vie. Et la version illustrée, c'est une version qui est résumée avec plein de dessins pour toucher des gens qui n'aiment pas lire, tout simplement, et aussi une audience un peu plus jeune. Il y a beaucoup de... Tu vois, à ton événement, on a fait une signature. Et j'ai eu plus de gens que d'habitude qui m'ont demandé de les dédicacer à leurs enfants. Et je pense que c'est vraiment un livre que les parents vont beaucoup offrir à leurs enfants, en fait. Ok, c'est nouvelle génération et au moins ils partiront du bon pied puisque, comme vous le savez, notamment par rapport à la crise sanitaire, les industries vont changer. Il y aura un nombre de personnes incalculable qui vont travailler depuis leur domicile. Donc ça va être le gros game changer au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Quel message laisserais-tu aux plus 50 ans? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, comme vous le savez, tous les 2 ans ou chaque année ou très régulièrement, l'âge de départ à la retraite augmente. Donc, on a connu 60 ans, maintenant c'est 62.
Très prochainement, ça sera certainement 63, 64, 65 ou un peu plus. Quand on a un peu plus de 50 ans, 50 et plus, on a aussi généralement le compteur en sens inverse en se disant « mais moi, il me reste plus que 5 ans, 7 ans, 10 ans, peut-être 12 ans ». On a moins de cheveux sacrés que si on a justement 20 ans, 25 ans, 30 ans. On se dit « bon, voilà, clairement, par rapport à ce qu'on m'a vendu de 0 à 25 ans, école-études, 65, 25, 65, travail, 65, 80, retraite, et au-delà de 80, on commence à préparer sa mort ». Quel message laisserais-tu spécifiquement aux plus de 50 ans? Parce que des fois, on peut être tiraillé en se disant ouais, mais j'ai pas forcément envie de changer maintenant parce qu'il me reste peut-être que 10 ans à tenir. Alors que si on a entre 20 et 50 ans, finalement, on va se dire ok, clairement, je me vois pas encore 10, 15, 20 ans à faire ça et on a plus à même à se bouger les fesses. Oui, bah écoute, si les personnes de plus de 50 ans sont contentes de faire leur travail jusque la retraite et qu'elles veulent en profiter, pourquoi pas? Mais moi, j'aime bien ce proverbe chinois, je crois que c'est de Confucius, qui dit que si tu trouves un boulot que t'aimes, tu travailleras plus jamais de ta vie. Alors, plein de gens disent ça, mais quand on regarde concrètement, il y a très peu de gens qui font... Est-ce que tu as des stats toi, par rapport à l'épanouissement au travail? Ah mais bien sûr, bah, je les donne au tout début du livre. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais grosso modo, tu as 6% des gens en France, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est moins de 10, c'est sûr, qui se déclarent passionnés par leur travail. Seulement une personne sur 10. Abyssal. C'est vraiment nul. Il y en a 25% qui haïssent activement leur job. Donc là, c'est horrible. Ouais. C'est-à-dire que tu as la boule au ventre avant d'aller au travail. Exactement. Soit chaque jour ou soit le dimanche soir. Tu te rends compte, un quart. Et il y a l'écrasante majorité qui sont ni passionnés et ils détestent pas non plus leur travail. Ils ont trouvé un truc qui est ok, quoi. Et ça, c'est vraiment un des plus gros échecs de la société moderne quand on y pense. C'est incroyable. La plupart des gens finissent dans des emplois pour lesquels ils sont pas passionnés. Alors qu'on entend à tous les coins de rue, c'est important de faire quelque chose qui te passionne. C'est quand même fou. Mais ça c'est une parenthèse. Pour répondre à ta question, pour quelqu'un qui a un peu plus de 50 ans, qui sent pas forcément l'énergie et qui est un peu dans une sorte peut-être de routine, peut-être d'apathie, j'aimerais partager une histoire. Alors moi, j'ai pas encore eu 50 ans, ça va venir un jour, peut-être, on espère. Et donc, mais qui peut, je pense qu'il y a des parallèles avec cette situation-là. Quand j'avais 18 ans, je me suis fait convoquer par le directeur de mon lycée qui m'a dit Olivier, il faut qu'on parle, asseyez-vous. Ça commence toujours bien quand c'est comme ça. Et il m'a dit voilà, il y a des profs qui ne veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle de classe parce que vous êtes tellement démotivés qu'ils veulent plus faire cours. Et donc, tu imagines et c'est vrai qu'à l'époque, je dormais littéralement en cours. J'étais comme ça sur ma table, tu vois, enfin sur mon bureau, et j'étais tellement démotivé que j'aspirais la motivation des autres. J'étais une sorte de trou noir à motivation. Et ce qui est dingue, c'est que quelques mois plus tard, j'étais justement à fond dans mon projet de création d'entreprise, et là, j'étais complètement différent. J'avais le feu sacré, j'étais inarrêtable, j'étais ultra motivé. Quand je voyais un obstacle en face de moi, qui était une montagne, je faisais comme Tex Avery, je fonçais dedans, je faisais un trou dedans, tu vois. Et c'est dingue parce que j'étais le même Olivier. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le Olivier apathique, qui est tellement démotivé qu'il aspire la motivation des autres, et le Olivier qui a le feu sacré, qui réussit à créer sa boîte, alors qu'il y a plein de cadres de 40 ans qui en rêvent et qui le font pas? C'est que j'avais trouvé un projet qui me passionnait et qui me challengeait, où je savais que je devais tout donner pour pouvoir le réussir parce que j'avais une probabilité d'échec qui était non négligeable. Et ça, je pense que c'est une leçon qui transcende les générations et l'âge et les âges. Quel que soit votre âge, quel que soit votre degré d'apathie aujourd'hui, ça ne préjuge en rien de l'énergie que vous aurez si vous trouvez un projet qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez envie de réussir. Et donc, vous pouvez être dans un boulot et être ultra démotivé aujourd'hui et vous vous dites « ouais, mais créer une boîte, ça va être la même chose », mais non, pas du tout. Si vous trouvez justement, ça peut, c'est-à-dire c'est pas obligatoirement une entreprise, ça peut être une création artistique, une aventure, etc., etc. Mais si vous trouvez quelque chose que vous avez vraiment envie de réussir et qui va vous challenger, vous allez tout donner et ça peut complètement vous transformer. Et c'est même pas se transformer, ça peut vous révéler à vous-même en fait. Et c'est ce que je recommanderais d'explorer. Alors pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, quelle est ta mission de vie? Donc sauf erreur de ma part, tu es né en février 1981. T'es vraiment impressionnant avec les dates, toi. Hein. Je me lance, 17. Pas du tout. Tu peux pas avoir raison sur tout. Je dirais 26. Okay, d'accord. Ouais. Donc 26 février 1981, comme ça vous permettra de savoir quand est-ce que J'aurai 50 ans. C'est 50 ans. Voilà.
Et du coup, il y a quelque chose que tu évoques assez régulièrement dans tes vidéos, et je suis 100% d'accord avec ça. C'est que généralement, on entend aussi des personnes qui se disent ouais, mais moi j'ai pas forcément de passion, ou alors j'ai juste un ou deux centres d'intérêt, mais ça s'arrête là. Mhm. Et généralement, pour découvrir d'autres centres d'intérêt, c'est tout simplement de pratiquer au moins quelques fois. Et quel est ton Oui, feedback vis-à-vis de tout oui, ça? bah c'est ça. Donc pour un petit peu découvrir d'autres horizons et finalement bah, peut-être de trouver votre nouvelle voie pour la suite. Bah écoute, ouais, moi les premières fois où des gens m'ont dit, écoute Olivier, j'ai pas de passion, qu'est-ce que tu me recommandes? J'étais vraiment sidéré parce que je suis quelqu'un de tellement passionné que je n'imaginais pas que des gens puissent ne pas au moins avoir une passion dans leur vie. Ça m'a vraiment impressionné. Mais effectivement, maintenant avec l'expérience, je sais que ça arrive pour une proportion, je sais pas, je ne saurais pas dire le pourcentage, mais en tout cas une proportion de la population. Et ce que je dis toujours, c'est que je pense que la plupart du temps, c'est un problème d'exploration. Vous pouvez, enfin maintenant on peut se tutoyer depuis le temps qu'on est ensemble là, hein, tu peux être la personne la plus passionnée du monde de parachutisme, mais tu n'as jamais fait de parachute de ta vie. Ou tu es peut-être la personne la plus passionnée du monde de cuisine mexicaine, d'en faire, mais tu n'en as jamais fait. Et voilà, il y a des tas de choses en fait qui t'attendent et qui vont probablement t'intéresser et probablement même te passionner, mais bah, si tu les testes pas, tu peux pas le savoir. Donc, ce que je recommande aux gens non passionnés, c'est tout simplement de se forcer à faire une phase d'exploration. Et ça peut être très fun. Vous pouvez faire un projet 30 jours où tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous allez faire une nouvelle activité. Ou alors, ça peut être pendant 3 mois, une fois par semaine, vous testez quelque chose de nouveau. Voilà, si tu fais une nouvelle activité tous les 2 jours pendant 30 jours, au bout de 30 jours, tu as fait 15 nouvelles activités, ça serait quand même bien le diable que tu ne trouves pas une chose qui t'intéresse. Et puis après, il y a aussi parfois une question de persévérance. On va pas aimer une activité tout de suite, mais en persévérant, on va l'apprécier. Et en général, plus on devient bon dans quelque chose et plus c'est agréable. Après, il faut aussi bien prendre en compte, et c'est là où l'ikigai, il lui manque une dimension, il faut prendre en compte la dimension temps. Tu peux être passionné par quelque chose si tu le fais 20 heures par semaine, mais tu vas détester si tu le fais 50. Par exemple, je sais pas, si tu es passionné, si tu aimes le surf, tu vas aimer surfer 10 heures par semaine, mais si tu deviens prof et que tu en fais 30 heures, tu vas te tirer une balle. Donc, il faut aussi bien comprendre ça. Autre question dans un autre registre, quelle est la chose la plus difficile que tu as réalisée depuis tes débuts dans l'entrepreneuriat? Donc si tu as démarré à 19 ans, c'est-à-dire en l'an 2000, est-ce qu'il y a quelque Il est bon. chose que tu voulais nous évoquer et que tu te dis, waouh, là effectivement, c'est quelque chose qui était extrêmement complexe. Je suis sorti vraiment dans ma zone de confort. Ouais. Et dis-nous tout par rapport à ça. Oui, mais c'est clairement quand j'ai créé ma première boîte, c'est le plus dur en fait, parce que en plus j'avais 18 ans, j'avais 19 ans quand j'ai créé la boîte, j'ai arrêté à 18 ans, j'ai bossé 1 an sur le projet, donc j'avais 19 ans, je connaissais rien à la vie. Je veux dire, j'étais un lycéen vraiment naïf sur plein de choses, très intellectuel, je savais pas m'habiller, j'étais le prototype du geek avec des grosses lunettes et tout, des boutons partout, enfin c'était la totale quoi. Et aujourd'hui, tu as une peau nickel. Bah ça va mieux, ouais. Ça va mieux. T'as pas besoin de maquillage, pas de brillance, Non, tout ça ça. va. Donc, ouais. Et donc voilà, c'était pas facile de passer du statut de lycéen à chef d'entreprise. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai failli planter la boîte au bout de 6 mois parce que je courais comme un poulet sans tête. J'avais pas de stratégie d'acquisition client. J'ai dépensé de l'argent dans des pubs qui étaient complètement inefficaces et c'était pas facile. J'ai réussi donc à mettre la tête en dehors de l'eau suffisamment longtemps pour que l'entreprise devienne rentable, tant mieux pour moi. Après, j'ai galéré pour recruter et manager. Alors là, c'est encore une nouvelle dimension de complexité, surtout pour un geek qui est pas forcément à l'aise avec les relations humaines. Donc, mon premier recrutement, ça s'est bien passé, mais par contre, j'ai pas réussi à motiver la personne. Elle est partie au bout d'1 mois et demi. Le deuxième recrutement, c'était une catastrophe. La personne, donc moi, j'avais une entreprise de services informatiques que après on a fait pivoter sur du logiciel, mais au début, c'était vraiment du service. Et donc, il y a une personne qui est allée dépanner Kiabi à Lille. Elle rentre, elle dit c'est bon, j'ai réparé le machin. Et là, il y a Kiabi qui appelle en disant oui, on a toutes nos caisses enregistreuses qui sont déconnectées, il faut venir immédiatement réparer le truc et tout ça. Et donc, elle avait débranché un câble réseau, il n'y avait plus de caisse enregistreuse, quoi. Donc, heureusement, il y en a une qui marchait et le client Kiabi a été sympa, ils m'ont pas poursuivi parce que là, je pense que j'aurais dû vendre ma vieille Peugeot et c'était fini parce que ils ont eu une perte de chiffre d'affaires qui était non négligeable. Donc cette personne, bien sûr, je l'ai pas gardée. Donc voilà. Enfin, c'était vraiment les démarrages. Le démarrage, c'est le plus dur, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant finalement dans l'entrepreneuriat. On dit souvent que c'est plus facile de passer de 10 000 à 100 000 euros que de 1 000 à 10 000. Je pense que c'est très vrai.
Je confirme, absolument. C'est vraiment exponentiel. Bon, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais c'est vraiment une fois qu'on a dépassé la courbe de l'apprentissage, qu'on a une certaine expérience et que on sait comment créer des produits-services, gagner de l'argent, c'est beaucoup plus simple. Et je pense ça va dépendre du parcours de chacun, mais en général, pour la plupart des entrepreneurs, le plus dur, c'est le démarrage. Donc généralement, quand on démarre de zéro, et moi c'est exactement mon cas, zéro réseau, zéro capital, zéro connaissance, zéro compétence. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de passer de 0 à 1000 euros par mois ou même de 0 à 10 000 euros par mois et que c'est beaucoup plus simple de 10 000 à 100 000. Parce que quand on part de zéro, on n'a pas de connaissances, on n'a pas de compétences, on n'a pas de réseau, on n'a pas ou peu de capital. Évidemment, il y a tout à créer. Et l'effet exponentiel, vous vous intéressez un petit peu à l'effet cumulé, eh bien forcément, de 0 à 1000, on a fait un fois 1000. Et de 1000 à 10 000, finalement, on a fait un fois 10. Donc, c'est évident que le fois 1000 est beaucoup plus compliqué que le fois 10. Et c'est pour ça que le démarrage, on doit avoir cette grinta, ce feu sacré par rapport aux actions qu'on met en place. Parce que, justement, on doit aller chercher ce levier pour petit à petit progresser puis devenir la nouvelle version de nous-mêmes. Maintenant, j'aimerais revenir sur deux sujets qui généralement en France où il y a pas mal de croyances ou alors même d'aspects négatifs vis-à-vis de tout ça. Numéro 1, l'état d'esprit, donc appelé également le mindset. Et numéro 2, l'argent, la relation à l'argent. Donc première thématique que j'aimerais te poser, c'est comment fais-tu face à tes peurs et également comment gères-tu tes émotions? Parce que finalement, le chef d'entreprise, si un jour vous créez une boîte ou même si vous êtes en freelance ou quel que soit ce que vous réalisez, finalement, notre qualité de vie dépend de notre qualité de nos émotions. Et parfois, si on est entrepreneur, on peut avoir des problèmes soit avec nos clients, soit avec notre prestataire, soit avec les membres de notre équipe, soit peut-être même de couple, soit avec nos enfants. Et si on n'est pas bien dans notre tête, on n'est pas bien dans notre peau, ça va forcément avoir un impact, une répercussion sur notre business. Et deuxième chose, on a vu le débat au restaurant il y a 48 heures où je t'évoquais que souvent je ne comprenais pas pourquoi des entrepreneurs, à l'instant T, ils avaient un certain niveau et 3, 5, 7 ans après, ils avaient régressé par rapport à leur niveau du marché. Certains à un instant T. Donc finalement, ils ne sont pas allés en dehors de leur zone de confort à faire face à leurs peurs. Comment fais-tu toi par rapport à ça? Numéro 1, pour gérer tes peurs. Et numéro 2, pour faire face à tes émotions et d'avoir cette constance année après année. J'ai vraiment depuis quelques années, même pas mal de temps, cette démarche d'essayer d'aller à l'encontre de mes peurs de manière consciente, parce que j'ai bien conscience que les peurs, c'est vraiment quelque chose qui peut t'empêcher de t'épanouir et d'avoir des résultats dans les domaines importants. Et donc, c'est important d'être dans une démarche, peut-être pas systématique, mais en tout cas habituelle, de les affronter et de les réduire. Et au final, déjà c'est intéressant. Quand ça devient une habitude, donc par exemple, moi j'ai le vertige et je me suis jamais empêché de faire quoi que ce soit qui était en hauteur à cause de ça. Par exemple, naturellement, je vais jamais faire de l'acrobranche. C'est pas moi qui vais avoir l'idée. Tu vois ce que c'est l'acrobranche? Ouais, complètement. Jamais je vais avoir l'idée de me dire, ok, tiens, je vais organiser ça avec mes potes. Mais par contre, si j'ai des amis qui organisent ça et qui m'invitent, je dis toujours oui. Tu vois, et je sais que je vais flipper du début à la fin, mais je sais aussi que c'est complètement irrationnel parce que j'ai un câble qui est capable de soutenir le poids d'une bagnole et qu'il n'y a aucune chance que je tombe, tu vois. Donc voilà, pareil, si on m'invite à des parcs d'attractions et ce genre de choses, si on me propose de faire des grands vides, je vais toujours dire oui. Et je sais que je vais avoir peur, mais je sais que c'est pas grave, en fait. Et voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand tu es dans une démarche comme ça, déjà, ça devient une habitude pour toi d'affronter la peur et du coup tu respectes moins la peur. C'est que tu ressens la sensation de peur, mais tu te dis ouais ok je ressens la peur et so what, et alors c'est pas grave, tu vois. Et tu comprends aussi parce que tu l'as vécu encore et encore que quand tu fais quelque chose en ayant peur, quand tu as peur et que tu le fais quand même, c'est la meilleure manière de faire disparaître la peur en fait, tout simplement. Tu vois, la peur de parler en public, pareil, j'étais vraiment pas à l'aise au début, je me suis forcé. Ma première présentation, c'était un événement de Sébastien, le marketeur français. On a la vidéo d'ailleurs. Voilà, j'avais mis tout au format texte en plus dans mon PowerPoint parce que j'avais peur de perdre un truc et j'étais en train de lire mon fucking PowerPoint devant tout le monde. Enfin, c'était super ennuyeux, quoi. Aujourd'hui, je suis un peu plus cool par rapport à ça. J'ai atteint un niveau que je trouve pas mal.
J'ai plus besoin de liste à puces. Souvent, je mets des images et ça me rappelle ce dont je vais parler, ça suffit. Même si ça m'arrive encore de mettre du texte. Et donc voilà, je me suis forcé à dépasser cette peur et aujourd'hui, je suis à l'aise sur scène. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, on a un exemple avec la peur de parler en public, c'est une des peurs les plus répandues. Mais en fait, avec l'expérience, on se rend compte, je ne sais pas si tu as eu la même impression, que l'endroit le plus sûr de tout un événement, c'est sur la scène en fait. C'est fou. Parce que sur la scène, en fait, le public a vraiment envie que tu réussisses. Le public est avec toi. Et tu peux lui demander de faire des trucs qui sont impossibles dans la vraie vie. Tu peux demander au public de se lever, de se masser les uns les autres, de sauter avec toi, c'est juste de lever la main, alors oui. tu vas pas dire dans la rue. De lever la main. D'accord avec moi. Quand tu es sur scène, tu es une sorte de chef d'orchestre et tu as une sorte de pouvoir qui est incroyable et qui existe nulle part ailleurs en fait. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais en fait, oui, la scène, ça reste l'endroit le plus sûr. Parce que quand tu es dans le public, il y a beaucoup de gens, ils ont peur de se mettre au premier rang parce qu'ils ont peur de se faire interpeller. On va m'appeler sur scène. Voilà, exactement. On va m'appeler sur scène. Le speaker, il va interagir avec moi. Et donc finalement, c'est ça qui est drôle. Mais pour le conférencier qui a un peu d'expérience, en fait, les gens dans le public ont plus peur que lui. Mais ça, il faut du temps pour le comprendre. Bon, c'est juste un exemple, mais j'aurais jamais compris ça si je m'étais pas forcé à avoir peur et à le faire quand même, tout simplement. Donc c'est la philosophie que je vous encourage à adopter. Repérez les peurs que vous avez, les petites, les grandes, et essayez de faire des choses comme ça régulièrement qui vous permettent de vous confronter à elles. Et ça n'a pas besoin d'être des gros trucs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure d'acrobranche si vous aimez pas ça. Vous pouvez faire 5 minutes déjà et c'est déjà beau. Et ça sera déjà un premier pas. Moi, j'ai une phrase récapitulative dans mon cerveau. J'ai peur, mais je le fais quand même. C'est un de mes motos, ouais. Et pour vous donner deux exemples, donc on va donner un exemple d'Olivier, puis je vais vous donner un exemple pour ma part. Donc j'ai organisé les 16 et 17 octobre 2021 la 3e édition de mon séminaire Business Internet en Or. Clairement, organiser un événement, il y avait plus de 400 participants. Je vous pose la question suivante. Est-ce que j'ai eu peur par rapport à tout le travail, donc avoir les intervenants, l'organisation, amener toutes les personnes, bref. Si un jour vous faites un événement, vous verrez un petit peu tout le travail. Évidemment, même si maintenant c'est la 3e édition, forcément, à chaque fois, ça mène un petit coup d'adrénaline parce qu'on veut que tout marche à merveille. Et forcément, ça va amener un petit peu de stress, notamment la veille de l'événement. Mais une fois que c'est passé, et ensuite, on est vraiment fiers de nous et c'est comme ça qu'on va être dans la nouvelle identité, la nouvelle version de vous-même. Donc, quand vous voulez progresser, vous vous dites cette chose, ok, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et puis ensuite, vous allez vraiment être fiers de vous quand vous allez regarder 3 ans, 5 ans, 10 ans en arrière. Pour donner un exemple d'Olivier, puis on va voir s'il est d'accord avec moi. Donc, j'ai rencontré Olivier, donc c'était en juillet 2012 à Lille. My God. À cette époque-là, tu avais évoqué tout simplement que tu voulais écrire un livre, donc qui est sorti en septembre 2016, donc la première édition de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, comme on l'a évoqué au début de cette vidéo, qui a été vendue à plus de 100 000 exemplaires, tout format confondu. En juillet 2021, je crois que c'est même le 6 juillet 2021, tu as sorti le format anglophone. Donc là, tu vas pouvoir nous parler. J'imagine que tu devais quand même avoir un petit stress parce que être publié aux États-Unis, et tu l'évoques très régulièrement, et c'est exactement ça, un auteur américain qui soit publié sur le marché francophone, c'est très fréquent. Mais l'inverse, un auteur français qui soit publié sur le marché anglophone, c'est extrêmement rare. Ouais. Donc, tu nous partageras cette anecdote. Et comme on vous l'a évoqué, depuis le 19 octobre 2021, on a le livre illustré de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui a été sorti. Forcément, dis-nous tout. Je pense que tu devais être terrorisé au démarrage quand tu as dû écrire tes premières lignes de ton livre à partir de 2012. Et aujourd'hui, finalement, 10 ans après, je pense que tu es extrêmement fier de tout ce que tu as accompli. Tu n'aurais peut-être certainement jamais imaginé que tu vendes à autant d'exemplaires le livre. Tu n'aurais peut-être même jamais imaginé qu'un jour, il y a un format illustré qui soit mis en place. Tu n'aurais peut-être jamais imaginé d'être publié sur le marché anglophone. Je te laisse nous partager ce retour d'expérience parce que là, c'est un bel exemple concret sur finalement une décennie par rapport à dépasser une peur et ensuite avoir une immense fierté de tout l'impact qu'on a laissé sur cette terre. Non mais t'as révisé tes notes avant parce que c'est incroyable quand même que je te rappelle qu'en 2012 de quoi on a parlé, c'est fou quoi. L'improvisation, il faut savoir que si vous me rencontrez, je suis vraiment quelqu'un des dates, des chiffres et la petite anecdote, je peux vous donner aussi quelque chose que je vous invite à faire, c'est que généralement quand je suis dans un avion, dans un train,
qui va durer 2, 3, 4, 5 heures. J'aime bien me faire un reset de moi-même au cours des 10 dernières années. Donc, typiquement, si je suis un jour en 2025, je vais me dire, OK, Maxence Rigotier de 2015 à 2025, en faisant à peu près trimestre par trimestre, de me souvenir, OK, où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je voyage quand même un petit peu moins qu'Olivier, on est d'accord. Hein, je vais pas 6 mois par an dans des destinations, et quand je voyage, je vais rester plutôt 1 mois ou 2 dans une destination précise. Donc, c'est aussi plus simple pour se rappeler, mais c'est vraiment comme ça. Et une nouvelle fois, on a une mémoire de dingue. Hein. Si vous êtes plus âgé, en quelque sorte, vous avez peut-être 70 ans, 80 ans, ce genre de choses. J'avais demandé à un ami, vous pouvez taper Régine Rigotier. Elle est décédée le 26 juillet 2020, elle est née le 24 septembre 1925, donc elle avait 95 ans quasiment, et quand j'ai fait l'interview, elle avait plus de 94 ans, et je lui ai demandé, est-ce que tu as des images ou des souvenirs de quand tu étais adolescente, et la réponse était oui. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau est capable de se souvenir de beaucoup d'événements, même 80 ans après. Voilà, donc je te laisse tout nous dire. Donc oui, la question c'est est-ce que j'ai eu peur avec le livre? Alors déjà, tu as raison, ça fait pas 10 ans, ça fait 9 ans effectivement que j'ai signé le contrat. Au moment où vous allez visionner la vidéo, ça fera peut-être 10 ans. Donc ça fait 9 ans là, au moment où on tourne la vidéo que j'ai signé le contrat pour le livre. D'ailleurs, c'est drôle parce que je devais rendre le manuscrit en mars 2013 et je l'ai rendu en mars 2016. J'étais un petit peu en retard, non, c'était en mai, enfin bref. Donc voilà, j'étais un petit peu en retard. Est-ce que j'étais terrorisé à l'idée de... j'essaie peut-être d'aller un peu fort. Tu devais pas être terrorisé, mais d'accord. Je pense que tu devais avoir non, mais j'ai pas un petit peu peur quand même. Surtout au début, j'ai pas mal procrastiné, effectivement. Oui, il y avait une forme de peur, effectivement, de pas que ça soit un flop, de pas écrire un bon livre, etc. D'ailleurs, j'ai fait aussi une erreur classique d'un auteur d'un premier livre. C'est que, comme j'ai eu peur, et là c'est une vraie peur, que ça soit pas un bon livre, et de pas donner assez, j'ai même donné trop, parce que la première édition est un peu trop grosse, honnêtement. C'était ça, mais en x3. Ouais. La deuxième édition, elle est déjà 10% moins dense. La version en anglais elle est encore plus réduite. Bon là, c'est c'est encore. C'est bien, c'est le résumé, les amis. Ouais, c'est le résumé illustré. On peut dire ça comme ça. Il y a, là, la première partie, il y a la moitié en texte, à peu près. Mais la version anglophone, elle est bien fat aussi. Hein, oui, mais elle est plus... je suis passé, si tu veux, première édition, 220 000 mots en français. Okay. Deuxième édition, 200 000. Okay. Et le manuscrit français de la version anglaise, avant la traduction, est de 150 000. Ok, ouais, donc à chaque fois, t'as j'ai réduit. Tu sais combien il y a eu non, je sais pas. Mais donc moins de 100 000, là. Bah, ça, c'est que la première partie, hein. Donc, exact. Comme là, on part sur la moitié du texte, probablement que les deux tomes ensemble feront quelque chose comme 100 000 mots versus 200 000 pour la deuxième édition. Mais avec plein d'images voilà. Donc là, clairement, et je pense que pour la troisième édition du livre papier, on fera, je prendrai le manuscrit que j'ai utilisé pour la version anglaise comme base, parce que ça me suffit. Je pense que c'est bien. Je rajouterai peut-être 2 trucs. Ça sera peut-être 160 000, 170 000. Donc bref, là, tu as vu que les peurs peuvent s'exprimer de tas de manières différentes. Là, ça s'exprimait par le fait que j'ai peut-être donné un peu trop dans le livre. Mais voilà, en tout cas, j'ai préféré donner trop que pas assez. Je pense qu'effectivement, vaut mieux. Si tu dois faire une erreur, vaut mieux le donner dans ce sens-là que dans l'autre, tu vois. Et je m'étais donné comme objectif d'écrire 1000 mots par jour, et donc j'ai écrit 220 000 mots en 4 ans. 220 000 mots en 4 ans, donc est-ce que j'ai réussi mon objectif de 1000 mots par jour? Ouais, voilà, non, pas du tout. Voilà, pas du tout. J'ai complètement échoué. C'est clair. 1000 mots par jour. Sinon, je l'aurais écrit en 220 jours. Mots, voilà, ou pire en un an avec les recherches et tout ça, mais non, j'ai complètement échoué. Alors, c'est pas seulement parce que j'ai eu des moments où je procrastinais, c'est clair. 1000 mots, t'as quand même été ambitieux. Hein. Ça fait oui. C'est ambitieux. Ça équivaut à un article de blog que réalisent des rédacteurs professionnels. C'est souvent le format qu'on évoque, 1000 mots par jour. Non, c'était ambitieux. C'est ambitieux. Mais même quand tu calcules, il faudrait calculer 4 ans. 220 000, très simple, ça fait 55 000 mots par an. Bon. 55 000 mots divisé par 12 mois, ça fait quasiment 5 000 mots par mois. Et du coup, ça fait un peu plus de 1000 mots par semaine. Donc, tu as été 7 fois moins rapide de ce que t'es prévu. C'est pas, bravo, putain, il était impressionnant en calcul mental. Il va me recruter pour calculer les KPI dans son business. Et donc, donc, voilà. Mais c'est pas seulement ça, parce qu'il y a aussi énormément de recherches. 400 références scientifiques. Alors oui, j'avais des assistants de recherche, mais c'est quand même, je faisais énormément de recherches par moi-même. Et j'ai laissé beaucoup d'idées infuser. Et puis, j'étais pas à temps complet dessus, il y avait mon business à gérer, tout ça. Mais bon, au début, j'ai pas mal procrastiné. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais à mon mastermind américain
Et j'avais demandé à passer, tu sais, à faire un hot seat devant tout le monde. Et j'ai commencé à demander, parce il y avait genre une centaine d'entrepreneurs, donc je me suis dit, tiens, ça va être mon public. Je vais leur demander qui ici fait un boulot qui est en adéquation avec ses études. Et il y a peut-être un tiers seulement des gens qui ont levé la main. Et je commençais à poser des questions comme ça. Et là, il y a Jeff Walker, donc le créateur du Mastermind, qui dit, Olivier, bon, il a fait en anglais, je vous traduis, hein. Olivier, stop. Bon, là, je vois que tu poses des questions de culture générale sur ton livre, mais j'aimerais poser la question que tu devrais te poser. Là, tout le monde fait OK. Il dit, tu as démarré ton livre il y a combien de temps? Bah, là, je crois que ça faisait 6 mois, tu vois, quelque chose comme ça. Il me dit, tu as écrit combien de pages? Et à l'époque, j'avais écrit 5 pages. Il me dit, bon, va falloir que tu arrêtes de procrastiner. Tu vois, bon, c'est là aussi que ça sert à ça, un coach, un mentor, à te donner des coups de pied aux fesses quand il faut. Et donc, au début, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Et j'étais un peu paralysé par plein de choses. Donc, c'est probablement des peurs en partie. Mais bon, au bout d'un moment, Jeff Walker m'a donné un petit coup de pied aux fesses. Puis au fur et à mesure, j'ai réussi à avancer et puis à finir ce livre, et j'en suis très content. Et donc non, j'aurais pas imaginé que effectivement ça touche autant de personnes. Je me rappelle, j'avais dit à mon éditeur, je suis sûr que ça va faire 10 000 exemplaires, ça j'en étais à peu près sûr. Hein. Parce que j'avais déjà une audience et tout ça. Parce qu'on a une audience sur Internet. Ouais, donc ouais. Après, on sait pas le temps, on peut pas c'est ce que je lui ai dit sur une date, mais on est sûr. C'est ce que je lui ai dit. Donc je lui ai dit, je sais pas si ça sera en 3 mois ou en 3 ans par contre. Voilà. Et en 3 semaines, il y avait les 10 000 exemplaires. C'est rigolo, quoi. Tu vois, c'est 3 ans, 3 mois, 3 semaines. Les 10 000 exemplaires étaient écoulés. C'est sûr que, c'est impressionnant. Puis, je veux dire, le bouche-oreille a fait que même avec mon audience, j'aurais jamais pu atteindre les 100 000 exemplaires. C'est pas possible. Et si le livre fonctionne, c'est parce que vraiment, il y a des gens qui trouvent qu'il est bien et qui le recommandent, en fait, tout simplement. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne du coup sur la deuxième thématique que j'ai évoquée il y a quelques instants, donc c'est-à-dire l'argent. Donc tu es comme moi finalement, tu as connu à avoir quasiment rien, Oui. à avoir quelques euros pour survivre, même si tu as manqué de rien dans ta vie, mais c'était souvent challengeant. Moi personnellement. Ah mais attends, la première année quand j'ai créé ma boîte, j'étais à la moitié du RSA. D'accord, donc c'était 150 euros par mois. C'était à 3 000. C'était en francs du coup. Ouais, non, j'ai créé en 2000. Parce que l'euro était en premier. Non, oui, c'était encore en francs. Oui. 2002, 1er janvier 2002. Oui, t'as raison, c'était encore en francs. Donc oui, c'était quelque chose comme 3000 francs par mois. À l'époque, moi, j'étais à 1500 francs par mois. D'accord, donc je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je crois que le RSA est, on va dire, faire simple, 500 euros, donc ça veut dire 250 euros. Voilà, parce qu'il y a eu l'inflation depuis. Donc j'y vais avec l'équivalent aujourd'hui de 250 euros par mois. Donc j'allais faire mes courses à Lidl. j'allais pas au resto. J'allais pas au bar. Enfin, j'y allais peut-être une fois par mois, quoi, un truc comme ça. Enfin, et je vivais dans une chambre d'étudiant de 13 mètres carrés, un trou à rats, littéralement, coincé entre les toilettes et la douche de l'immeuble. Et ça a été ça, je sais pas combien de temps je suis resté là, peut-être 2 ans, 3 ans. Non, 2 ans. Alors que je démarrais mon entreprise, quoi. Donc, enfin non, peut-être parce que dès la deuxième année, j'étais déjà au SMIC. Donc en tout cas, mais la première année, comme je savais pas du tout comment acquérir des clients, que je courais comme un poulet sans tête et que j'investissais mal mon argent dans la pub, je gagnais pas d'argent en fait. Mais ce que je dis toujours, ça c'était le résultat en partie de mon inexpérience. Et du coup, ça, c'était un peu la malédiction de ma jeunesse, mais j'avais aussi la bénédiction de ma jeunesse qui est que je me foutais complètement de gagner seulement 1500 francs par mois, donc de 250 euros, puisque j'étais comme un étudiant en fait. Je vivais dans une chambre d'étudiant finalement. Et donc, j'avais pas, juste avant, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas de goût de luxe, si tu veux, j'avais pas d'habitude de confort, et j'étais capable justement de vivre là-dedans sans problème. Et même, c'était marrant parce que j'étais indépendant, il y a mes amis qui venaient me voir, etc., etc. Alors du coup, j'aimerais avoir ton point de vue, tu me diras si c'est OK de dévoiler les chiffres. Tu fais partie des rares entrepreneurs qui ont connu business en dur, business en ligne. Oui. L'époque du business en dur jusqu'en 2010 finalement. Oui, c'est ça. Tu avais quoi comme revenu? À peu près 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois? Tu versais salaire plus dividende? Comment tu procédais? C'est une bonne question. Pendant longtemps, j'étais à 2 000 euros par mois. Je crois que vers la fin, j'étais vers 3 000, quelque chose comme ça. Donc 3 000 euros salaire ou 3 000 euros salaire plus dividende? Je crois qu'il y avait des dividendes, mais là, je t'avoue que là… Ouais, à peu près. Donc tu vivais, on va dire, avec 3 000 euros par mois. Donc ça me suffisait largement. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir que si vous découvrez Olivier au cours des dernières années, vous voyez régulièrement dans des voyages, mais tu as dit une particularité qui est étonnant et du coup, c'est aussi pour ça que ça te suffisait 3 000 euros par mois. Jusqu'en 2011, tu n'étais jamais sorti de l'Europe. Jusqu'en 2010.
Jusqu'en 2010. Ouais. Parce que Après, oui, t'es allé à alors la première fois Wallis et la première fois que je suis sorti de l'Europe, j'ai pas fait les choses à moitié. Je suis allé à Wallis et Futuna et à Fidji, qui sont Donc là, littéralement à l'autre bout du côté- monde. l'autre côté de la C'est planète. littéralement. Et avant, j'ai toujours adoré voyager, mais le problème c'est que ma boîte, j'étais vraiment prisonnier de ma boîte. Je pouvais pas prendre plus d'une semaine de vacances d'affilée. Même en si tout tu cas, te disais, je c'était sais ma pas, je vais perception. 2 semaines en Espagne, en Italie, Oui, c'était mais- compliqué. Non, mais une semaine. Non, mais en Europe, oui. Ah oui, ouais, Une semaine, tu vas pas à Fidji, tu vois. Ouais, parce que, complètement. Ouais, sauf si tu veux te décaler. déjà, tu mets 2 jours pour y arriver, 2 jours pour revenir, ça sert à rien. Enfin, tu vois. Ouais, complètement. Donc, j'avais fait la Finlande, l'Espagne. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ah, t'avais jamais été allé J'avais fait aux la Suède. États-Unis, même Ah non, jamais. l'Afrique. Parce Jamais. que là, t'aurais pu, par contre, en une semaine. Oui, ça se fait, c'est vrai. Bon, j'avais moins le réflexe Ouais. qu'aujourd'hui aussi. Hein. Je comprends. Mais c'est vrai que j'aurais pu aller au Maroc, par exemple. Mais bon. Donc voilà. Oui, donc effectivement, je sors la première fois de l'Europe fin 2010 pour aller à Wallis et Futuna. Un voyage que peu de gens ont fait, donc en plus c'est rigolo, c'est exotique, tu vois. Et du coup, c'est là où t'as eu le déclic de voyager. Non, en fait, je savais. Donc, comment ça s'est passé? Je démarre mon entreprise sur le web. Je commence par mes blogs. Le premier blog, c'est fin 2007. Le premier blog qui m'a permis de devenir blogueur pro, des livres pour changer de vie, je l'ai créé fin 2008. Et je commence à gagner de l'argent fin 2009, grosso modo. Et début 2010, là, je passe même à 14 000 euros par mois. Et là, je me dis, bon, ça, c'est un vrai chiffre d'affaires de TPE. Donc, ça y est, je vais pouvoir me débarrasser de ma première boîte parce que c'était mon rêve de me débarrasser de ma première boîte. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un, tu vois, il y a 2 grandes écoles en entrepreneuriat. Tu as les gens qui te disent, tu dois faire all-in, brûler tes bateaux derrière toi et t'as que 2 choix, soit tu réussis, soit tu meurs. Alors, je fais partie de cette catégorie de pensée. Voilà. Et il y a l'autre catégorie qui dit il faut savoir prendre des risques mesurés en mode lean startup. Et moi, je fais définitivement partie de la seconde catégorie. Je n'ai jamais brûlé mes bateaux derrière moi. Par contre, ça m'a pas empêché de prendre des risques mesurés, mais de prendre des risques quand même. Par exemple, tu vois, les gens peuvent se dire mais le gars, il a arrêté l'école à 18 ans pour créer sa boîte, c'est un kamikaze, tu vois, mais pas du tout. Parce que qu'est-ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour faire ça? C'est que j'avais fait une expérience sur le terrain. Quand j'ai eu l'idée avec un ami de gagner de l'argent avec l'informatique, on s'est pas dit bon, on arrête l'école et on fait le business plan pendant 1 an puis on démarre. Non, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience sur le terrain pour tester notre idée. Et on a investi, donc c'était encore en francs, donc je traduis en euros. On a investi 10 euros dans un journal d'annonce local pour proposer nos services et on a eu quelque chose comme 800 euros de chiffre d'affaires en 1 mois. Donc, quand tu as 18 ans et que tu as 10 euros d'argent de poche par semaine, tu fais OK. Et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école et créer ma boîte parce que j'ai vu que concrètement, 1, j'avais les compétences nécessaires. 2, les gens étaient prêts à me payer pour en bénéficier. Et tu vois, j'ai pas brûlé de pont finalement. Oui, c'était audacieux d'arrêter l'école pour créer ma boîte, mais en même temps, si ça marchait pas, je savais que je pouvais revenir et voilà. Et donc moi, c'est ce que je recommande. C'est toujours quand vous avez un projet, posez-vous la question. Quelle expérience simple et efficace et concrète sur le terrain je peux mettre en place qui ne demande pas énormément de ressources en temps, en énergie, en argent. Et où je verrai si je peux ou pas continuer dans cette voie. Et donc, quand j'ai cette entreprise sur le web qui commence à marcher, moi, j'ai envie d'arrêter ma première boîte et de me mettre à voyager partout parce que c'est mon rêve. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ce que je veux ou si c'est juste un fantasme. Donc, je mets en place une expérience Lean Startup. Et donc, j'ai lu Lean Startup bien après. D'ailleurs, je faisais du Lean Startup sans le savoir. Et donc, je me dis, OK, je vais d'abord vendre Non, déjà, je vais virer tous les clients chiants. Déjà, ça c'est clair, je les ai virés, ça c'est extrêmement jouissif d'ailleurs. Ensuite, je vends un tiers de mon portefeuille client, les clients qui prennent le plus de temps. Les gens que j'aime bien, mais qui prennent du temps et qui sont pas forcément les plus rentables. Le 20-80 inversé, ils Voilà. sont pas méchants, mais en même temps, ils prennent bien du temps. Voilà. Donc ça, je le vends à un confrère, hein, tout simplement, ce portefeuille-là. Et donc, du jour au lendemain déjà, boum, beaucoup moins de travail dans l'entreprise. Là, je dis à mes employés, bon, je pars 1 mois dans le Pacifique, donc 15 jours à Wallis, 15 jours à Fidji. Je vous donne les clés. Salut. Et là, c'était pour moi une manière de tester. Je voulais voir. J'ai pas fait les choses à moitié. Je suis allé à l'autre bout du monde, sur des îles où les connexions internet n'étaient pas forcément géniales. Et je voulais faire aussi un lancement de produit, un relancement de ma formation Agir et Réussir, qui était sur comment créer un business physique. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais là-bas, on verra bien. Est-ce que je vais kiffer? Est-ce que je vais apprécier? Est-ce que je vais réussir à faire mon lancement, etc., etc. Je reviens après ce mois incroyable dans des îles paradisiaques dans le Pacifique, qui sont vraiment exceptionnelles, non seulement plus riches émotionnellement et humainement, mais en plus plus riches financièrement parce que j'ai fait mon lancement et ça a largement couvert tous les frais que j'ai dépensés. Et là, en plus, j'ai adoré le voyage. Je me suis dit, bon, ok,
Là, je sais, ça va être ma vie. À partir de maintenant, c'est ça, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vendre le reste de ma boîte et que je me suis mis à voyager 6 mois par an, tout simplement. Mais tu vois que à chaque fois, je fais d'abord une expérience qui chamboule pas ma vie, où je sais que je peux revenir en arrière si je vois que les résultats sont pas ceux à quoi je m'attendais. Et après, moi, je respecte l'approche aussi brûler ses bateaux, et ça marche pour certaines personnes. Mais le problème de ça, c'est que les gens pour qui ça marche pas, Alors, ils peuvent se retrouver dans la merde, quoi. Je vais te donner mon prisme par rapport à ça. Vas-y. Pourquoi moi je fais partie des gens à brûler leur bateau? Parce que finalement, il y a toujours un plan B. Je m'explique. Ah bah donc, c'était pas brûler ses bateaux, ça, du coup. Parce Alors, que c'est ça aussi. Il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, quoi. Au cas où, tu je vois. vais t'expliquer Vas-y. mon fond de pensée. Si, admettons, vous voulez créer votre boîte et du coup vous avez un job, ainsi de suite, pourquoi je dis brûler ces bateaux? Parce que la chose la plus importante, c'est la charge mentale. Et du coup, si on se dit, je vais le faire en plus à temps partiel, généralement, on a à se trouver des excuses et on va passer rarement à l'action. Et généralement, quand on brûle les bateaux et qu'on se laisse 6 mois, 1 an, 2 ans sur son projet, donc notamment aujourd'hui, on peut faire des conventions, des ruptures conventionnelles ou plein d'alternatives, ça va nous permettre d'avoir vraiment cette tranquillité d'esprit pour être focus sur notre projet, avoir le temps et avoir le maximum d'énergie et le moins de charge mentale par rapport à ça. Et clairement, quand vous savez votre force, évidemment, est-ce que vous allez retrouver par la suite, si ça devait échouer, un job comme par le passé, donc peut-être pas exactement le même ou les mêmes avantages, mais assez rapidement, on peut retrouver l'ancienne personne que vous étiez. Donc souvent, je trouve que finalement, on a toujours un plan B, même si on brûle ses bateaux. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Non, mais c'est intéressant parce que ceux qui en général. C'est une version hybride de Oui, parce que ceux qui partagent le brûler ses bateaux, ils parlent pas de plan B justement. Mais oui. En fait, on en a, la société nous en amène un parce que vous êtes déjà créé par le passé, soit un réseau, même si on pourrait reprendre, on va me dire, ouais, mais moi je suis dans la fonction publique, tu as le droit d'être 10 ans en indisponibilité et de reprendre. Oui, non, mais ça, tout est fait aujourd'hui. Oui, mais c'est pas brûler ses bateaux. Parce que vraiment, dans la philosophie de brûler ses bateaux, il y a cette idée que si tu réussis pas, tu meurs. Ok, d'accord. Ou que t'as pas d'autre choix. Mais là, tu as un choix. Donc, c'est hybride. La société t'amène un choix. C'est hybride. Oui, mais par exemple, tu as des gens qui vont investir toute leur thune dans les cryptos en disant c'est du all-in, tu vois. Ah, alors là, c'est suicidaire. Oui, d'accord. Mais là, c'est un exemple de vraiment brûler ses bateaux, par exemple. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est suicidaire. Mais bon, moi, c'est ça dans mais je trouve ça intéressant. Mais je fais pas partie des gens qui disent à temps partiel, ainsi de suite, parce que je sais très bien que si vous voulez créer et réaliser vraiment un projet à temps, en plus de déjà un projet à temps plein, on est épuisé. Vous avez alors, j'aimerais quand même challenger ça. Je pense que ça peut être vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est aussi une question de mindset. Si vous voyez votre expérience comme un jeu et que comme une sorte d'expérience scientifique amusante, ça n'a pas besoin d'être crevant en fait. Et ça n'a pas besoin d'être un gros truc. Moi, j'ai adoré faire du dépannage pour les particuliers avec ce petit test. Ça faisait nos loisirs du week-end, tu vois, mais des loisirs qui nous permettaient de gagner de l'argent. Donc, ça dépend. Je pense que c'est quand même possible de trouver une expérience qui est amusante et qui ne va pas vous burn-outer, pour inventer un nouveau mot magnifique, n'est-ce pas, et que vous allez prendre ça comme une sorte de loisir, en fait, tout simplement. Mais oui, après, entièrement d'accord. Trouver tous les moyens de vous créer un filet de sécurité du genre, comme tu l'as dit, rupture conventionnelle, avoir l'ACRE en France quand vous créez votre boîte, comme ça vous avez droit à 2 ans de chômage, vous n'avez pas besoin de vous payer, à obtenir toutes les subventions et les aides possibles, évidemment. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé en 2011 dans l'entrepreneuriat. Donc, j'étais en année d'études d'école de commerce à Romain Management qui s'appelle Catch Business School aujourd'hui. Je suis allé à Malte, donc c'était en septembre 2012 où j'étais en colocation. Donc, quel jour? Donc c'était début septembre, peut-être le 4 septembre. Quoi, tu connais pas la date, Maxence? Bah non, écoute là. Des fois t'as c'est une le mois, réputation à défendre. Des fois c'est le mois, des fois c'est le jour. Donc septembre 2012, on était en colocation, donc on payait 570 € avec eau, internet et électricité, 110 mètres carrés. On était directement à Malte et je le valorisais vraiment à vivre comme un pouilleux en quelque sorte, mais avoir mon temps, donc pour pouvoir améliorer mes connaissances, pour pouvoir améliorer mes compétences et lancer petit à petit mon projet. Et si tu te souviens bien, j'avais lancé en avril 2012 mon premier programme sur Internet, parce que tu as toujours aujourd'hui un petit forum Blogueur Pro sur Google pour les membres élites de ton programme. Et du coup, c'est ce qui m'a amené, et clairement, si j'avais eu un job à côté ou ce genre de choses, c'est déjà
quand on démarre, on n'a pas forcément confiance en soi ou confiance en son projet. Donc, si on a tous les voleurs de rêve directement entre nos deux oreilles, c'est encore beaucoup plus compliqué pour pouvoir lancer un petit peu tout ça. Vis-à-vis, pour finir par rapport à l'argent, donc du coup, aujourd'hui, tu gagnes davantage d'argent par rapport à ce que tu as connu par le passé, que ce soit sur le plan du patrimoine ou encore même des revenus chaque mois. Est-ce que tu as eu envie, un jour, où tu as peut-être pété un boulon? Parce que ça arrive aussi quand on est entrepreneur et qu'on arrive à un certain seuil de succès qu'on n'a jamais goûté, il y a des moments où on peut dérailler. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est souvent les sportifs de haut niveau où ils peuvent cramer finalement leur fortune en ayant gagné des millions, des dizaines de millions d'euros au cours de leur carrière. Et ils s'arrivent, ils ont 50 ans, c'est même ouf, là en le disant comme ça, soit ils ont quasiment rien, soit ils ont rien, mais en plus ils ont des dettes par-dessus. Est-ce que toi, tu as eu des moments où tu as dit, voilà, où tu as pété un plomb Maxence, malgré toi? c'est bien connu que moi, je suis à fond dans la coque et les putes. Et que si j'ai pas 10 voitures de sport plaquées hors dans mon garage, je suis pas bien, tu vois. Olivier, t'attendais pas les petites blagounettes, les blagues lilloises, je les connaissais pas. Mais non, évidemment. Donc moi, je suis très minimaliste en fait, et donc j'ai toujours vécu largement en dessous de mes moyens. D'ailleurs, c'est drôle parce que mais t'as pas eu un moment, je sais pas, de péter un plomb. Ça peut arriver, hein. Alors, je vais te dire, avec des goûts de luxe, mais occasionnellement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que justement, il y a un reset dans ton esprit. Je vais te dire dans quoi je dépense le plus d'argent, ok. Et je parle pas de mes investissements parce que c'est mes investissements dans lesquels je mets le plus d'argent. Mais je veux dire dans les trucs personnels, ok. Et je parle pas non plus des formations parce que ça c'est du business, tu vois. Je paye. Là, c'est des dizaines de milliers de dollars. Investissements, c'est voilà, pas des dépenses. Je parlais de dépenses. On parle de dépenses plaisir, voilà. Plaisir, donc c'est cramé quoi. Voilà. Après, cramé. Donc les dépenses plaisir, c'est pas compliqué. Moi, je préfère largement m'acheter des expériences plutôt que des objets. Donc, en gros, mes dépenses plaisir principales, c'est de me prendre des Airbnb incroyables. Ça, c'est mon kiff total, quoi, tu vois. Quand je voyage, j'adore me prendre des Airbnb. Souvent, je regarde dans les Airbnb plus, qui sont des trucs vraiment luxe. Et ça, c'est là où je me fais un peu plaisir quand même. Au fur et à mesure des années, j'ai lâché un peu de l'est là-dessus. Parce que voilà, tu as des rooftops, des endroits extrêmement design. C'est inspirant, c'est beau, tu vois. Là, j'étais à Cancun en août. On était dans une villa juste au centre de Playa del Carmen. Incroyable. Enfin, beau, magnifique et super bien placé. Avec un garage et tout. Donc, alors que c'est super dur de se garer là-bas. Enfin, voilà. C'est vraiment mon kiff. C'est les Airbnb magnifiques et incroyables. Et c'est vraiment là-dedans que je claque le plus de thunes pour le truc perso. Après, ça me peut arriver de me faire plaisir. Tu vas me dire les smartphones et les ordi, c'est des outils de travail, donc ça j'investis, c'est clair. C'est un actif, hein, les amis, en ligne. Hein, même si vous avez le dernier iPhone, tous les 2 ans, j'achète le nouvel iPhone. Pas tous les ans, parce que moi c'est tous les ans. Faut pas exagérer. Pour moi, c'est trop. Tous les 2 ans, tu vois la différence. Tous les ans, bof. Et donc, par contre, tu vois, je me suis fait plaisir. Je suis un petit guitariste amateur avec mon petit niveau. Je me suis acheté une guitare professionnelle à 5 000 €. Parce que ça me faisait plaisir. Et clairement, c'est un peu overkill pour mon niveau, mais bon, au bout d'un moment, faut savoir aussi, faut se faire plaisir. Mais finalement, je vis très en dessous de mes moyens. Les bagnoles, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas eu de voiture depuis 2015. Depuis que je suis parti à Londres, j'ai pas de voiture parce qu'à Londres et à Dubaï, avoir une caisse, ça sert à rien. Hein. Par exemple, un autre exemple, je prends que des Uber tout le temps. J'ai pas de voiture, c'est beaucoup mieux parce que du coup tu as un chauffeur dans le cloud et du coup c'est même du business parce que c'est de l'investissement parce que je peux lire, je peux travailler, je peux faire plein de choses, je peux apprendre mon portugais parce que j'apprends le portugais avec une app. Enfin, quand tu conduis, tu es quand même assez limité. Là au moins tu as un chauffeur, tu peux faire plein de trucs dans la voiture donc c'est pas du temps perdu. Voilà. Mais tu sais ça me rappelle une anecdote rigolote quand j'étais encore en France. Il y a mon comptable qui m'appelle et qui me dit Olivier, je vous ai augmenté là. Je fais comment ça? Parce qu'à l'époque, j'étais à 3 500 € par mois, ça me paraissait déjà énorme, tu vois. Il me fait oui, je vous ai mis à 6 500. Je fais comment ça, 6 500? Ça me paraissait complètement mais surréaliste. Je dis mais 6 500, je vais faire quoi avec 6 500 € par mois? Il me dit de toute façon, il fallait faire ça parce que sinon vous alliez payer trop d'IS, il faut optimiser machin et tout. Donc c'est mon comptable qui m'a augmenté, tu vois, c'est quand même drôle, tu vois. Et à l'époque, je savais pas comment utiliser cet argent. Bon, après j'ai trouvé, il faut investir et se prendre des beaux Airbnb, voilà. Clairement, vous allez à chaque fois avoir un nouveau paradigme par rapport à l'argent. Donc, au début, peut-être que vous allez vous dire, si j'ai 5 000, 7 000, 10 000, évidemment, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Et puis ensuite, une fois que vous allez avoir augmenté votre récipient financier sur l'état d'esprit, eh bien, vous allez avoir cette zone de confort. Et évidemment, l'objectif, c'est toujours de dépenser moins vite par rapport à votre train de vie et puis vos revenus. Donc, toujours dépenser moins par rapport à ce que vous gagnez.
investissez, et puis ensuite, vous allez vous sentir en sécurité. Moi, vraiment, j'ai des blocages. C'était quand j'avais plus de 1 million d'euros net de patrimoine. Est-ce que toi, non, c'était vraiment sur la partie revenu. Est-ce qu'il y a des moments où, moi, je sais qu'aujourd'hui, il peut plus du tout rien m'arriver sur le plan financier, même si j'ai encore cette démarche en bon sens paysan de payer le prix juste. J'ai pas envie de payer 3 fois plus parce que c'est ça aussi le côté qui arrive assez régulièrement. C'est que quand on a de l'argent, en gros, le mauvais prisme, c'est ça qui amène souvent à de l'endettement ou alors à pas s'enrichir aussi vite que vous voudriez vous enrichir, c'est je peux me le permettre. Et je peux me le permettre à un certain niveau, forcément. Vous allez soit acheter des choses inutiles plutôt que de louer ou de vous faire une expérience, ou soit surpayer plein de choses qui vous servent à rien ou qui va vous ralentir par rapport à votre enrichissement. Quel est ton point de vue vis-à-vis de tout ça? Comment tu fais? Je me suis pas trop posé la question sur le patrimoine personnellement. Là aujourd'hui, je suis comme toi. Si j'arrêtais de travailler, je pourrais arrêter de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, t'arriverais rien. Puis en plus, tu t'enrichirais parce que moi, pour donner déjà mon patrimoine, je veux dire rien qu'en revenus affiliés récurrents qui viennent de logiciels et tout ça, j'en ai pour 5 000 $ par mois. Et il y a une inertie énorme, tu vois. Donc, je veux dire, peut-être dans 10 ans. Ça, c'est ouf, l'affiliation sur Internet. Pareil, j'ai un peu moins, je suis plutôt dans les 2-3 000, mais je me dis, évidemment, ça fait, on souhaite de vivre le plus longtemps possible, mais demain, dans un cercueil, il y aurait ça qui tomberait encore. C'est ouf. Ça diminue comme au bout d'un moment, mais car ça fait genre 4 ans que je recommande plus à Weber parce que je suis passé active campagne et je reçois grosso modo encore, je crois, 1 200 $ par mois de leur part, alors que ça fait 4 ans que je les ai pas promus. Alors, il sait pas Olivier, mais je vais lui dire, moi, j'avais passé par son lien affilié depuis 2010 et je paye encore 30 ou 50 $ par mois. Mec, j'y en ai tu fais partie de cet argent tous les mois. Je lui fais payer un petit, si tu es à Dubaï, on va dire un café, un café par mois, et sinon un petit resto par mois, c'est du Made in Maxence Récotier depuis 2010. Et donc c'est fou. Et donc voilà, je sais que si j'arrête déjà, j'aurai ce revenu récurrent qui va continuer à tomber, plus mes investissements, mes machins et tout ça. Et puis voilà. T'as pas eu je sais pas, tu t'es dit quand j'ai 500 000 € de patrimoine ou 1 million ou 2 millions. Non, toi c'était que les revenus. Non, pour moi le patrimoine c'est accessoire en fait. Ah ouais? Moi, je trouve que justement, ça c'est beaucoup plus important mon patrimoine. Laisse-moi nuancer. Laisse tout me dire. Pour moi, mon patrimoine, c'est important au cas où un jour je veux partir à la retraite. Mais ça me paraît hautement hypothétique. À mon avis, je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie. Mais bon, on sait jamais quoi, tu vois. Donc, ce qui m'importe, c'est plutôt non. Par contre, il faut avoir un matelas de sécurité en cas de problème, ça c'est sûr. Mais tu vois, j'ai une réserve d'urgence qui est aujourd'hui de plus d'1 an de salaire. Et pareil, j'ai 1 an de dépenses de la boîte en cash. Donc, je veux dire, là-dessus, je suis tranquille. Je sais que, il y a rien dans ma boîte qui peut, il peut se passer quoi que ce soit. J'aurai 1 an pour me retourner, ce qui est largement suffisant dans notre domaine. Je peux sortir 4 nouveaux produits facilement, même plus que ça, en 1 an et vraiment, essayer plein de choses. Donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir ce matelas de sécurité. Et le patrimoine, c'est juste pour plus tard. Je comprends. C'est pour plus tard. Et c'est pas, bon, après, tous les 6 mois, je fais mon petit fichier Excel pour voir un peu où j'en suis. Ça me permet de suivre. Mais ce qui est important pour moi, c'est plutôt de me sentir suffisamment en sécurité, pour être libre, en fait, pour être libre de faire ce que je veux, pour être libre de vivre la vie que je veux, de travailler sur ce que je veux. Parce que la liberté, c'est quoi finalement? C'est de travailler sur ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, à la fréquence que tu veux et où tu veux. Voilà, grosso modo. Et j'ai ça aujourd'hui, et ça, c'est juste extraordinaire. Et si demain je voulais d'arrêter de travailler, je le pourrais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, tu vois. J'adore ce que je fais, c'est génial. Et puis je voyage 6 mois par an et j'inspire plein de gens. Puis je vois mes élèves qui deviennent eux-mêmes des mentors et ça se fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Olivier. Alors pour vous donner mes chiffres précis, donc depuis le 1er juillet 2017, en moyenne sur une année, je vais gagner à peu près 30 000 € par mois. Donc environ, en salaire? Non, en revenu global. D'accord, dans l'entreprise. Que je réalise dans l'entreprise. Ah, mais tu fais 360 000 par an? En bénéfice. Je parle de bénéfices. D'accord. Le chiffre d'affaires, tout ça, ça m'intéresse pas. Je vous parle vraiment de bénéfices. Donc 30 000 € par mois. En moyenne, j'ai à peu près un train de vie de 6 000 € par mois, donc 72 000 € l'année. Donc 360 000 moins 70 000, ça fait 290 000. Donc pour faire simple, 300 000. C'est ces 300 000 que je mets de côté déjà depuis le 1er juillet 2010, même 1er janvier 2017. Aujourd'hui, j'ai près de 2 millions d'euros de patrimoine et clairement, je valorise davantage mon patrimoine parce que à 10% sur 2 millions, ça fait 200 000. Tu es d'accord avec moi? Et même si je gagne en moyenne 30 000 € par mois,
forcément, eh bien, ce patrimoine m'amène une sécurité hors norme. Et je vais vous donner plusieurs exemples. On a l'exemple de Michael Schumacher, que je ne sais pas si encore vivant, a priori oui, mais il est mort, sauf il est vivant cliniquement. Ou encore, on a eu Bernard Tapie qui est mort, c'était le 2 ou le 3 octobre 2021. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si un jour je perds mon intégrité physique, en fait, ce que veut dire Olivier, je suis 100% d'accord, c'est quand on a la pleine possession de nos moyens, il va rien nous arriver, sauf la seule chose qui peut vous arriver, c'est de perdre votre intégrité physique et là, du coup, d'avoir un bon matelas de sécurité financier, ce qui permet d'avoir des bons soins en cas de besoin. Ça, voilà, c'est pour ça que pour moi, le patrimoine, c'est important. C'est finalement en cas de coup dur ou si vraiment, je sais pas, je pète un câble et je me dis, putain, ça me fait chier l'entrepreneuriat, maintenant, je veux cultiver des carottes en Patagonie, tu vois, j'ai n'importe quoi, mais voilà, au moins, je pourrais, mais bon, ça me paraît peu probable, honnêtement. Et après, on n'est pas à l'abri d'un accident, effectivement. C'est ça, c'est la seule chose. Ouais, on sait jamais. Est-ce que tu as déjà regardé, parce que, donc, tu nous as dit que tu étais né le 26 février 1981. Avec les intérêts cumulés, c'est les calculettes d'intérêts composés. Est-ce que tu t'es dit, ok, bah, quand j'aurai 60 ou 70 ans, waouh, finalement, sans rien faire de spécial, j'aurai 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Oui, au moins 100 milliards. Ouh là là. Non, c'est sûr que là. Faut faire les calculs. Non, mais en plus, Olivier, tu sais, il croit que je blague quand je dis ça, mais tu peux aller chercher 100 millions d'euros sans aucun problème grâce aux intérêts cumulés. Moi, je calcule avec du 8% par an. 8%. Ok. Bah, parce 8% que c'est les par ETF, an, grosso modo. Alors, certes, tu auras peut-être à 100 millions, tu auras peut-être 80 ans, on est d'accord. Moi, j'ai calculé pour dans 20 ans, 60 ans. Mais je me rappelle plus, mais c'est plusieurs millions, c'est sûr. Non, mais beaucoup plus. Faut regarder J'ai un fichier Excel avec tout, mais je me rappelle pas forcément des trucs, quoi. Ok, je comprends, pas de souci. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est investissez par rapport à une partie que vous gagnez, et puis ça sera merveilleux. Donc, pour finir sur une dernière question, tu avais réalisé il y a quelques années une vidéo pour ton toi dans 10 ou 20 ans, mais je crois que c'était en 20 ans. Donc, il me semble que tu avais fait la vidéo en 2016 pour Olivier, donc Olivier Roland 2036. Pour Olivier Roland 2036. Est-ce que tu te le fais régulièrement? Donc, grâce à toi, je m'étais fait, elle est sur YouTube, donc en avril 2017, Maxence Rigotier. Alors moi, je vais pas jusqu'à 20 ans, mais je me fais par tranche de 5 ans, parce que je sais qu'on surestime ce qu'on est capable de faire en un an et on sous-estime totalement en 5 ans. Alors imaginez en 10, 15 ou 20 ans, imaginez Olivier Roland il y a 10 ans, il n'avait même pas écrit il savait même pas qu'il allait écrire un livre. Aujourd'hui, vous savez tout ce qu'il a pu accomplir. Moi-même, il y a 10, 11 ans, je savais même pas que j'allais faire tout ce que je fais aujourd'hui. Vis-à-vis de tout ça, est-ce que tu t'es fait ou tu vas te faire prochainement un Olivier Roland 2030? Bah écoute, non, mais c'est possible que je fasse ça, 2031 du coup. Ouais, 2031 ou... Bah c'est ou dans 50 ans. Non, mais toi, ce qui est bien, c'est que... Non, mais pourquoi pas? Tu peux dire, tu vois, c'était rigolo dans cette... 26 février 2031. 50 ans, 50 ans, du coup, tu auras. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaiteras accomplir? Est-ce qu'Olivier... un petit baby-nous un jour ou Bah écoute, j'y pense de plus en plus. J'ai 40 ans maintenant, donc faut se poser la question. Évidemment, on peut aller un petit peu plus loin. Oui. Alors quelqu'un qui m'avait fait rigoler, tu dois le connaître, c'est Ty Chris. Il avait fait une intervention récemment et là aujourd'hui il a 46 ans. Et il disait là plus tard j'aurai des enfants et tout. Je me suis dit peut-être bien que tu les aies pas à 55 ans tes enfants. Ty. Après j'ai un de mes meilleurs amis que tu connais, Laurent Breillat. Quand il est né, son père avait 73 ans. Ouais, alors donc, après, est-ce qu'il te recommande? Oui, non, mais je dis pas que c'est forcément recommandé. En même temps, je suis content que Laurent Breillat existe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Donc bon, mais effectivement, c'est pas idéal non plus. Mais voilà. Que tu puisses. C'est juste que bon. C'est dans ta philosophie, t'aimerais quand même avoir. Oui, mais le problème, c'est que ça va restreindre fortement mes libertés, qui sont quand même. La liberté, c'est une valeur Est-ce fondamentale. Que ça serait pas une croyance, Olivier? Oui, non, mais c'est vrai que ça va être challengeant, mais. Non, mais j'y millions de Français. J'y pense. Quand j'avais ma vingtaine, je disais, je vais attendre d'avoir 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, je disais, je vais attendre d'avoir 40. Là, bon, je me dis pas, je vais attendre d'avoir 50. Donc, je me dis, ok, faut que j'y pense. Mais t'as une deadline. Ouais, non, mais clairement, j'ai réfléchi. Parce que c'est un peu la même analogie. Pareil, donc moi, je suis né le 8 août 1989. Évidemment, si on se met pas une deadline un jour, on procrastine, c'est tout ce qu'on vous enseigne finalement dans le développement personnel. Alors, et toi, c'est prévu pour quand, Maxence? Moi, je dirais normalement avant mes 35 ans. Donc, avant le 8 août 2024, je devrais être... La date est prise, on a des milliers de témoins.
Enfin, à mon avis, vu le temps, depuis le temps qu'on parle, il reste 3 personnes là qui sont allées jusqu'au bout, tu sais. Donc si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous kiffez Si Olivier Roland. si c'est tu que es vous là, aimez si tu es encore notre là, contenu. dis on veut voir ton bébé Maxence dans les commentaires, comme ça on saura que vous avez vu jusqu'au bout. Ça va être marrant. Et ce que je vous invite vraiment à réaliser, moi je me fais une vision, je me fais 2 visions tous les ans. Première vision du coup à 1 an et deuxième vision à 3 ans. Mhm. Et j'ai après, alors si le jour de mon décès, je me suis donné ça comme objectif. Donc numéro 1, être milliardaire. Donc moi c'est vraiment avec les intérêts cumulés. En roubles? En euros. En euros. Euros, Ok. dollars, si ça existe encore. Mais Ok. quand je vous dis être milliardaire, j'aurais peut-être 80 ou 90 ans. Hein. Et quel intérêt? C'est juste Warren Buffett, je sais pas, quel est l'intérêt? C'est juste que tu vis pleinement ta vie et il y a une partie de ton argent que tu épargnes. Non, mais tu peux qui vivre s'investit, pleinement en étant juste multimillionnaire. Ouais, complètement. Je veux dire, il y a aucun effet par rapport à ta vie. Mhm. Le seul effet que tu as, c'est que je sais que plus tu as d'argent, plus tu as de pouvoir, et plus tu as de pouvoir, plus tu peux changer les choses. Et quand tu veux D'accord. réaliser une Non, mais vie c'est vrai. positive dans, Mhm. je pense que Warren T'as plus Buffett, d'impact, il a un niveau de pouvoir s'il dit quelque chose va avoir lieu parce qu'il est milliardaire. Non, c'est vrai. C'est vraiment par rapport à ça. Et l'amalgame qu'on peut avoir, c'est que finalement, dans ta question quel est l'intérêt, c'est juste t'épargnes une partie de tes revenus, Mhm. donc ça te force à augmenter tes revenus, puis ensuite tu l'investis et grâce aux intérêts cumulés, tu es de plus en plus riche. Non, absolument. Donc numéro 1, milliardaire. Numéro 2, mon objectif à partir de 2030, c'est d'être président d'un club de foot, donc président et pas propriétaire, donc m'associer avec un milliardaire pour remporter la Ligue des Champions. Et après... Faut que tu ailles plus au Qatar. Ouais, après en 2030, le foot évolue, il y aura peut-être des Chinois Ouais, c'est vrai. en concurrence, donc je vais pas m'avancer, je verrai à l'instant T. Et après d'être un très bon père de famille, donc réussir ma vie personnelle. Et ce qui est marrant, c'est que souvent je me dis, il n'y a pas ma vie sur Internet. Mais en même temps, comme j'ai démarré à 21 ans, je suis parti du principe que j'allais vivre 90 ans. Si je démarre une nouvelle vie en quelque sorte à l'âge de mes 40 ans, j'aurai T'auras le temps. j'aurai le temps. C'est là qu'on voit Tu veux quand vivre même 90 ans? Ouais, le plus possible. Hein. Moi, je veux faire partie des Ouais. 10% de gens qui vivent le plus longtemps en bonne santé. Alors, quand je dis, c'est aussi l'un de mes objectifs, parce que Ok. si c'est pour devenir centenaire, mais j'ai été 15 ans en Ah mode oui, en fauteuil roulant. en fauteuil roulant et tout, ça m'intéresse pas. Je me dis Mm. 90 ans, donc je pars du principe 80 ans en très très bonne santé. Et après, je sais qu'aussi, physiquement, à partir d'un certain âge, on baisse. Et j'ai pu voir, je sais, t'as encore tes grands-parents, toi, Olivier, ou pas? J'en ai encore un qui a plus de 90 ans. Ok, alors du coup, tu vas me donner un petit peu, si tu vois la même chose que moi. Moi, j'ai eu cette chance, ou alors peut-être que c'est héréditaire, ou j'en sais rien. J'ai énormément de membres de ma famille qui décèdent entre 94 et 97 ans. En gros, les gens chez moi, Moi, mes deux Ils deviennent grands-pères il y en a un qui est encore vivant, mais donc mes deux grands-pères ont dépassé les 90 ans. voilà, J'ai une arrière-grand-mère qui a vécu 100 ans. excellent. Et donc voilà, par contre, mes deux grand-mères se sont mortes un peu plus jeunes, malheureusement, de cancer. Mais donc c'est plutôt encourageant quand même. Donc on voit, et en plus, c'est finalement notre passé. Donc la médecine progresse, toutes ces choses-là, donc c'est très encourageant. Et ce que j'ai pu voir à chaque fois sur ces différentes personnes, c'est peut-être la même chose si vous avez encore vos grands-parents ou vos parents, c'est tout simplement que à partir de 90 ans, c'est extrêmement flexible, malléable. Et pour vous donner l'exemple, vous allez regarder la vidéo que j'avais faite avec ma mamie, donc elle avait un petit peu plus de 94 ans, elle était encore normale, et 6 mois après, en quelque sorte, décédée. C'est-à-dire qu'à partir de 90 ans, Ouais. en 6 mois, 1 an, on peut être mort parce que J'ai regardé les stats. notre corps est très fragile. J'ai regardé les stats pour mon grand-père. Bon, et il y a une chance sur deux après 90 ans que tu passes pas l'année, à chaque année. Ouais, voilà. Donc ça va vite. C'est ça. Donc C'est profitez-en. roulette russe tous les ans, quoi. C'est Et ce qui m'a inspiré aussi, c'est parce que tu avais fait une vidéo avec tes grands-parents. Je me suis dit, il faut Avec mon absolument grand-père, que je fasse avec ma mamie, 94 ans, ça m'a inspiré. Mm. Et je suis très, très heureux d'avoir fait photo, vidéo. Maintenant, ma famille me dit, on les garde bien parce que finalement, c'était les derniers souvenirs. Parce que tu vas pas prendre une photo, quelqu'un qui est en soins palliatifs, vous vous doutez bien. Et typiquement, si vous voyez la vidéo, vous pouvez pas soupçonner que ma mamie décède 6 mois après parce qu'elle était tout à fait normale. Mais bon, comme l'a évoqué Olivier avec les stats et comme ce que je viens d'évoquer, c'est que à partir d'un certain âge, on peut... ça arrive à n'importe qui, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. on n'est pas immortel Ouais. et je sais qu'à partir de 90 ans, chaque mois, un truc peut se déclencher comme ça Boum. et ensuite c'est la fin. Mm. Merci à toi, Olivier. J'espère que cette Sur cette note conversation, positive, vous a plu. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton là, juste en dessous. Merci par avance.
allez directement dans toutes les bonnes librairies de francophonie pour commander ce livre. Pourquoi directement dans les librairies? Parce que ça va donner un coup de main à Olivier et puis ça donnera aussi un coup de main à l'économie réelle versus l'online. Donc pour une fois, donnons un petit coup de pouce vis-à-vis de cette industrie. Et puis je mettrai les liens juste en dessous dans la description. Donc vous pouvez recevoir l'extrait de la BD et aussi il y a une liste de cadeaux qui sont offerts si vous achetez le livre en librairie physique. Donc c'est dans le lien que tu mettras en dessous. Donc go go go, bonne lecture, passez à l'action, réalisez vos rêves et vous allez être fiers de vous d'ici quelques années. À tout de suite, directement pour l'extrait du livre illustré. À tout de suite, bye bye. Ciao.